Bonjour à tous, je suis Marie-Alice d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous Zoom sur consacré à l'art du verre ornemental avec aujourd'hui donc la Compagnie du Verre représentée par Thomas Arnal, donc artisan verrier, et Antoine Baudouin, directeur commercial. Cette rencontre est organisée dans le cadre de la 7e édition des Rendez-vous de la matière plus faire et elle s'inscrit également dans notre nouveau cycle de rendez-vous en ligne consacré à l'artisanat d'art et aux matériaux innovants à destination des professionnels de l'architecture et du design. Donc la Compagnie du Verre fait l'honneur d'être notre invité aujourd'hui. Avant donc de laisser la parole à Thomas Arnal et Antoine Baudouin, j'aimerais simplement insister sur le fait que vous aussi, en tant qu'architecte, architecte d'intérieur, designer, professionnel du domaine de façon générale, vous êtes invité à prendre la parole, à engager la conversation et donc surtout à poser vos questions. J'aborde là peut-être un aspect un peu plus technique. Vous avez remarqué que pour le moment, vos micros sont coupés, vos écrans aussi. Tout simplement, l'idée, c'est de verrouiller l'intervention sur l'écran de Thomas Arnal et Antoine Baudouin. Mais je vous invite vraiment à poser vos questions par écrit. De cette façon, j'en prendrai connaissance et je les transmettrai ensuite. Et on prendra bien sûr le temps de répondre à toutes les questions au fil de la conversation. Donc vraiment, n'hésitez pas. On a vraiment pensé cette rencontre dans l'esprit d'une table ronde. Et on peut tout de suite commencer. Peut-être que vous pouvez vous présenter un petit peu plus, Thomas et Antoine, et nous présenter aussi votre atelier. Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Marie-Alice. En fait, l'atelier, c'est un atelier qui est spécialisé dans le travail du verre à froid. Donc, on va travailler sur une base de sablage principalement et on va transformer le verre, en faire de la décoration sur verre. En somme, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est un savoir-faire qui est détenu par très peu d'ateliers, puisqu'on doit être une dizaine en France à peu près à faire ce type de travail du verre qui, à ce niveau-là, voilà, par l'INMA est déterminé comme décorateur sur verre. Donc, c'est notre métier, on est décorateur sur verre et on existe depuis 4 ans. D'accord, alors on va peut-être rentrer dans le vif du sujet quand vous parlez de verre. Est-ce que vous parlez de tous les types de verre? Est-ce qu'il y a un type de verre en particulier sur lequel vous travaillez? alors oui, disons qu'il y a des verres avec lesquels on travaille plus souvent qu'avec d'autres. Principalement, on va travailler avec du verre float, c'est-à-dire du verre industriel qui est fait, qui est plat, qui est fait donc pour nos fenêtres, pour des plateaux de table. C'est ce type de verre-là, donc qu'on peut voir un peu partout. On a deux familles de verres qu'on utilise principalement. Il y a le verre clair comme celui-ci, qui va avoir une très légère teinte verdâtre quand on regarde dans le champ, et le verre extra clair qui, lui, va avoir plus une teinte blanche bleutée quand on regarde dans le champ. Ces teintes, elles vont se faire sentir de plus en plus quand on va monter dans les épaisseurs. Là, on a deux exemples. On a du verre d'un côté clair, de l'autre extra clair, et donc vous pouvez voir la différence. Donc là, c'est du verre qui est lamellé collé, mais on a quand même cette teinte qui ressort de manière assez sensible. C'est extrêmement lourd. À côté de ça, on va travailler essentiellement aussi avec du verre Securite, parce qu'on travaille on va faire la décoration de lieux publics, par exemple, et donc il est nécessaire d'avoir du verre Securite. Il y a deux types de verre Securite. Il y a le verre feuilleté, qui sont donc deux feuilles de verre qui sont jointes par une feuille de plastique, ce qui fait que si l'une des feuilles de verre casse, elle est maintenue par l'autre. Là, c'est un bon exemple. Testé sur moi. Ça se tient. Ensuite, on a le verre trempé, qui est du verre qui a été recuit et qui va donc mettre le verre en tension et le rendre beaucoup plus dur. Mais une fois qu'on a dépassé son point de rupture, il va exploser en 1000 morceaux, comme c'est le cas ici. Et voilà, c'est l'essentiel des verres sur lesquels on travaille. Mais après, on va pouvoir aussi travailler sur du verre en forme, c'est-à-dire du verre bombé, par exemple, comme c'est le cas ici, ou du verre texturé, donc là, sur lequel il y a déjà eu un effet de matière qui a été fait à chaud. Par exemple, ça, ce sont deux exemples assez parlants.
Et enfin, on peut aussi travailler sur du verre en forme. Donc là, un bon exemple, c'est cette bouteille que j'ai gravée. Donc ici, elle a été gravée puis éclatée. Donc on a un effet de matière sur tout pour tout. D'accord. Et Non, voilà, tous ok. les verres, sans exception, peuvent être travaillés par nous. Après, le verre en lui-même va apporter certaines contraintes qui vont nous permettre de pouvoir plus ou moins travailler, adapter telle technique ou une autre sur un type de verre particulier. Mhm. Et donc, quelles sont les techniques du travail du verre à froid? Alors, il y a, disons, trois grands types de techniques. Il y a la mise en forme, le bouchardage, la gravure, et puis ensuite, on va développer un petit peu plus. Peut-être qu'on peut partager l'écran pour Oui, montrer un peu ça sera en plus vidéo, parlant. ce sera plus parlant. Donc, on va commencer par une vidéo de mise en forme. Hop, Donc c'est ici, bon. c'est de la coupe, tout simplement. Donc je fais une rayure sur la surface du verre, et puis ensuite, je vais créer une détonation en dessous du verre pour créer l'amorce de rupture qui va filer ensuite tout le long de la coupe, de la faiblesse que j'aurais fait en surface. Donc Voilà. là, c'est une plaque de verre de 12 mm d'épaisseur que je tapote en dessous avec un marteau pour créer cette rupture. Et lui donner au final une forme ronde. Ensuite, pour arriver à un rond, pour la mettre en forme, on va utiliser une machine à bande. Donc, c'est une machine à bande abrasive avec un apport d'eau pour éviter qu'il y ait un choc thermique parce que le verre est très sensible au choc thermique. Et donc, ça va marcher par abrasion, tout simplement. Oui, et de l'eau est projetée en même temps, et c'est ce qui va permettre de maintenir une température suffisamment faible pour pas que le verre. Voilà, ça refroidit constamment le verre et la bande. Ensuite, là, bon, le verre a déjà été gravé et ici, l'idée, c'est de l'éclater. C'est-à-dire qu'après avoir fait une entaille dans le verre, je vais pouvoir mettre la pointe de mon burin dans cette entaille et le casser en surface. Donc, c'est une opération assez délicate, mais ça permet d'avoir des effets vraiment très intéressants et jolis de matière, de lumière sur la surface du verre. Donc voilà, quand Thomas dit que le verre a déjà été gravé, c'est qu'au début, là, vous le voyez, il enlève donc le pochoir qui lui a permis de faire des traits dans le verre. Donc le sable est venu creuser le verre, ce qui va lui permettre effectivement de mettre la pointe de son burin dans ses rainures et de faire ces éclats, alors qui demandent une précision extrême, puisque un coup trop fort et la plaque explose. Donc voilà, ça c'est pour l'éclater, donc le bouchardage. Et enfin, là, on est sur un exemple de sablage. Donc là, c'est la gravure en forme où je suis dans un scaphandre qui me protège. J'ai une buse de sablage qui va me permettre de projeter à haute pression le sable pour creuser la matière. Ce faisant, je vais pouvoir créer des effets de matière en fonction du type de sable que je vais utiliser, de la distance à laquelle je vais être du verre, des mouvements que je vais faire, du type de buse et de la pression et du débit d'air. Voilà. Voilà, et donc ça, on part en arrière. Ça, c'est vraiment le cœur du métier. Donc, ça se passe dans une salle qui est hermétique, enfin qui est fermée entièrement, protégée, où pour avoir ce sable à haute pression, on a des grosses machines qui viennent du coup mettre de l'air. C'est ça, on a un compresseur qui va nous apporter l'air sous pression et on a une sableuse qui va joindre le corindon, qui est l'abrasif que l'on utilise, qui est un matériau extrêmement dur, le deuxième le plus dur après le diamant d'ailleurs. Donc ça fait un très bon abrasif et ça va être mélangé à cet air et projeté à travers la buse, tout Voilà. simplement. Et là, vous l'aurez compris, c'est sur un vase. Voilà. Tout à fait. Et du coup, j'ai une question qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est vraiment cette question de la fragilité. Et je vois que vous protégez parfois donc les objets quand vous les travaillez. Et puis, ou pas forcément quand vous étiez avec le burin pour la partie gravée. Comment vous appréhendez cette fragilité? Parce que c'est vrai que j'imagine que un geste un peu trop fort, ça risque de faire casser l'ensemble. Comment vous appréhendez cela? C'est une question d'habitude, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, déjà une bonne connaissance du matériau. Le verre est extrêmement dur, mais du coup, il est très cassant. Et donc, ça demande de respecter
les contraintes de ce matériau. Par exemple, si on a une grande longueur, on ne va pas le transporter à plat, on va le mettre à champ, c'est-à-dire à la verticale, pour que la force de gravité soit sur la grosse épaisseur du verre. Quand on va enfin, il y a des techniques comme ça de base qui permettent d'éviter de faire prendre un risque au verre. On va éviter aussi de rapprocher trop de verres quand ils sont sur une table, parce que si on les fait glisser, même un petit choc l'un contre l'autre pourrait faire un éclat, abîmer le verre. Et aussi, on va éviter de poser des objets métalliques, par exemple, sur le verre pour éviter une micro-rayure, une rayure qui serait facilement évitée autrement. Moi, quand j'ai intégré l'atelier, pour vous donner une anecdote, j'ai un peu dû apprendre à me déplacer dans l'atelier. C'est vraiment une précaution de chaque instant que de travailler dans un atelier d'artisan verrier. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution que d'être fonctionnel. Et attentif. J'imagine, hein, et puis on parlera de votre parcours et de votre formation un petit peu plus tard, mais j'imagine qu'aussi au début, peut-être qu'on casse davantage que par la suite, effectivement. Ouais. Bon, ça va, j'ai pas eu trop ce genre de problème. J'ai peut-être été chanceux, en fait. Ou doué. Une question aussi sur la technique. Il me semble que parfois vous utilisez du verre coloré. Comment vous colorez le verre? Avec quelle méthode, quelle technique? Alors, il y a plusieurs façons de colorer le verre. La première, la plus évidente, ce serait d'avoir un verre teinté dans la masse, c'est-à-dire qu'il est fondu avec un pigment qui va lui donner cette couleur. De manière industrielle, on a une gamme de couleurs assez restreinte. Ça va être du noir, du gris, du vert, du bronze et du clair et de l'extra clair. Donc ça, c'est ce qu'on a principalement et très facile d'accès. Après, si on veut augmenter la gamme de couleurs, il y a plusieurs techniques. Soit on va utiliser un verre feuilleté avec un film de couleur entre les deux lames de verre. Et donc là, on peut avoir plein d'effets de couleurs. On peut même avoir une impression sur le film et donc avoir un dégradé, avoir une image même entre les deux verres. Ou on peut avoir aussi des traitements de surface à couche qui vont être comme des effets dichroïques ou des effets de miroir sans teint, ce genre de choses. Je peux vous donner un exemple de dichroïque ici. Voilà. Donc là, on a un effet, bon, la couleur n'est pas maîtrisée, c'est juste le film qui va renvoyer une couleur et en absorber d'autres. Mais c'est une possibilité. Il est aussi possible de dorer le verre grâce à sa transparence. C'est ce qu'on appelle tout ce qui est de la métallisation et donc la dorure, l'argenture. Donc l'argenture, c'est du miroir, par exemple. Donc il y a les miroirs simples qu'on peut avoir dans nos salles de bain, mais il y a aussi les miroirs vieillis qui vont être oxydés spécialement pour avoir cet effet, pour donner un peu plus de cachet au verre, comme c'est le cas ici. Pour revenir sur la dorure, ça peut être fait avec de la feuille d'or. Donc là, en plus, vous avez plusieurs techniques qui sont présentées ici. Là, on a de la gravure. Là, on a de la gravure avec un petit éclaté. Ici, avec un gros éclaté, de la gravure simple et un dépoli. Là, le verre a été patiné avant d'être doré. Avec la feuille d'or, on va avoir un effet de réflexion, mais on a d'autres techniques de dorure qui vont permettre d'avoir quelque chose de plus mat. On n'est pas obligé de dorer seulement que de la feuille d'or, on peut avoir du palladium, on peut avoir des alliages de métaux précieux, même de l'aluminium. Et il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est les feuilles d'argent oxydées qui vont permettre d'avoir des couleurs dans ce genre-là. Mais on peut avoir aussi du brun, du bleu, du noir. Et ça, c'est toujours de la feuille d'argent oxydée. Oui, c'est appliqué en dorure. Donc, ça permet d'avoir une couche qui est mise à l'arrière du verre et on la voit en transparence. Voilà, pour vous donner un aperçu un peu global de la palette des couleurs possibles, voilà ce qui est un peu possible de faire, sachant qu'évidemment, tout n'est pas réuni, hein, mais là, ça vous donne un petit aperçu. Après, bien sûr, il y a la sérigraphie. Donc là, c'est une application, sérigraphie et peinture, ça va être un peu dans la même famille, c'est-à-dire c'est une application en surface, sur la surface du verre, d'une couche de peinture qui va permettre d'avoir les couleurs que l'on veut, tout simplement. Et je crois qu'on a fait le tour pour ce qui est la mise en couleur.
Ouais. Et c'est vrai qu'il y a du coup beaucoup plus de possibilités encore que ce que j'imaginais. Et alors, c'est peut-être pas tout à fait en rapport avec la couleur, mais tout de même, moi, je me posais une question, puisque est-ce que graver, façonner du verre, si on peut dire, forcément, on joue avec la lumière. Est-ce que ça revient en quelque sorte à graver la lumière, ou comment vous percevez cet aspect-là de votre travail? Ben, la lumière, c'est pas tant qu'on va la façonner, c'est plutôt qu'on va façonner le support au travers duquel la lumière va passer pour la domestiquer. En quelque sorte, on va créer des effets de matière sur cette surface transparente pour jouer avec la lumière. Et donc, on va pouvoir la diffuser en faisant du dépoli, la diffracter en faisant de l'éclater. On va pouvoir faire la réflexion également avec du miroir ou de la dorure. Et donc, on va pouvoir ainsi créer un effet d'ombre projeté dans la réflexion ou avoir des effets d'arc-en-ciel même parfois, que ce soit intentionnel ou pas, ce genre de choses. Mais la lumière, elle, elle nous entoure, donc on ne peut pas tout à fait la façonner à proprement parler. Mais voilà, mais elle est un peu domptée à travers ces techniques qu'on vous a présentées. On arrive par diffusion, diffraction, réflexion à dompter la lumière. Donc, soit on joue par des superpositions de techniques, on va avoir des effets différents, mais aussi par des alternances avec des jeux de motifs, on vient dompter la lumière. D'accord, très bien. Et comment en êtes-vous arrivé à ce rapport du coup à la matière, à dompter la lumière, comme on vient de le dire aussi? Comment vous avez développé ça reste un rapport sensible à la matière, donc comment en êtes-vous arrivé là, si on peut dire? En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une matière très paradoxale. Elle est transparente, mais en même temps, elle est très lourde. Elle nous entoure, mais on ne la voit pas. Et elle est ordinaire. Et l'idée, c'est de la rendre un peu extraordinaire, de la rendre tactile, de la rendre palpable, d'avoir envie de la toucher, en quelque sorte. Ce qu'il n'ose pas vous dire, c'est qu'il va la rendre sexy, quoi. Mais voilà, c'est vraiment une matière paradoxale. Et l'idée, c'est de l'amener où on veut, la domestiquer, en quelque sorte, encore une fois. Mais ouais, quand on voit du verre comme ça, on n'a pas particulièrement envie de le toucher, alors qu'une fois qu'on l'a travaillé, enfin que Thomas l'a travaillé, on a envie de savoir, de comprendre ce qui s'est passé sur la matière, de toucher. Et ça, c'est un peu magique. Ça, c'est vrai que quand j'ai regardé, j'avais envie voilà, d'avoir la texture parce qu'il y a vraiment ce rapport aussi de texture. Finalement, on n'est plus sur une surface toute lisse, mais sur quelque chose oui, de très texturé. Ça donne envie de toucher, effectivement. Ouais. On viendra voir. Il y a une grosse injustice avec ce matériau, c'est que même les plus belles photos ne rendront pas justice au matériau parce que on ne pourra pas le manipuler, le toucher, le faire jouer dans la lumière ou jouer dans nos mains. Mhm. Rien ne vaut un contact direct. Oui, c'est pour ça, j'en profite de ce petit moment pour vous présenter un échantillon qu'on a créé pour les architectes qui rassemble en fait les différentes techniques qu'on vous a présentées. Donc, du sablage en surface simple qui va nous permettre de faire un dépoli et donc de faire des choses extrêmement fines, comme on peut vous le montrer ici et ici, aux éclatés ouverts, euh, éclatés en ligne, donc sur toute la surface, de la gravure en forme, disons contemporaine, et de la gravure en forme extrêmement classique, avec de la feuille d'acanthe, etc. Et donc ça, c'est un échantillon en fait qu'on partage, qu'on envoie volontiers aux architectes pour justement pallier à cette injustice des photos et cette envie aussi de toucher et de comprendre un peu le travail qui a été réalisé. Mais c'est une très bonne proposition. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, si vous souhaitez pouvoir toucher cette matière, ce sera effectivement une façon de compléter notre discussion sans aucun doute. L'avantage de Zoom, c'est qu'on peut se rencontrer tous ensemble, mais il y a quand même quelques petits inconvénients. Donc, en tout cas, votre proposition d'échantillon est idéale, à mon avis. Très bien. Allez, volontiers proposé.
Peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur votre parcours de façon un peu plus personnelle. Comment vous êtes-vous formé? Comment donc en êtes-vous arrivé à créer cet atelier de la Compagnie du Verre? Mon parcours, en fait, bah, il commence un peu. J'ai grandi dans le Faubourg Saint-Antoine, donc qui est connu pour être un quartier d'artisans. J'avais d'ailleurs un arrière-grand-père qui était ébéniste dans cette rue. Et j'ai ensuite j'ai passé 5 ans à l'école Boulle, où je suis sorti avec une formation d'agenceur. Après quoi, j'avais envie de me confronter à la matière et j'ai eu la chance de rentrer dans un atelier de gravure sur verre où je me suis formé sur le tas dans l'atelier au métier. Et là, donc, j'étais aux ateliers Pictet. Et j'ai vraiment eu une formation de qualité qui m'a permis de voir un petit peu tous les postes de travail, que ce soit derrière un ordinateur sur le plan ou sur le dessin, que dans l'atelier à faire la préparation des motifs des verres, le sablage, l'éclaté, et puis ensuite l'argenture également, la sérigraphie. En fait, ça m'a permis d'avoir une vision globale et, euh, et cette vision globale m'a donné envie de pousser et de la présenter par moi-même. Et donc, c'est pour ça que j'ai ouvert l'atelier en D'accord. m'entourant de personnes comme Antoine. Ouais, l'idée, c'était que ce savoir-faire, il fallait continuer d'explorer les possibles. Et donc, la Compagnie du Verre, ça a été ça, en fait. Ça a été, à la base, faire un lieu de recherche sur le verre pour présenter une matière travaillée pour l'architecture et la décoration. Et alors, j'ai deux questions qui me viennent en tête. Je vais essayer de les poser dans l'ordre. Peut-être une première sur, du coup, vos étapes de création, on va dire du moment où vous avez l'idée à la réalisation concrète. Est-ce que vous travaillez à partir de croquis, de plans? Voilà, comment vous travaillez? En fait, on va dire qu'il y a deux cas de figure. Soit il y a la demande du client, soit c'est quelque chose qu'on va générer. Dans le cas d'une demande de client, on va déjà se mettre d'accord sur l'idée, quelle est la demande. À partir de là, ça va pouvoir me permettre de déterminer les contraintes techniques pour le verre qui va être pour le projet. Ça va aussi permettre, les deux étant liés, comme je l'ai dit tout à l'heure, de déterminer quel type de motif, quel type de technique vont être appliqués. Donc la technique et le verre ensemble vont créer une direction. Ensuite, le dessin est fait. On va faire, par exemple, un échantillon pour que celui-ci soit approuvé, pour qu'on ait un effet de matière qui soit vraiment duquel on soit sûr. Et après la réalisation. Donc, quand on réalise quelque chose, c'est simple. Il y a un dessin sur l'ordinateur vectoriel. Ensuite, j'utilise une machine qui va me découper un pochoir. Ce pochoir va être découpé exactement suivant mon dessin vectoriel. Ce pochoir va être ensuite appliqué sur le verre et va permettre de protéger le verre aux endroits où je ne veux pas le sabler. C'est-à-dire, on va écheniller les zones que l'on veut sabler et le reste va être protégé. Une fois que cela est fait, on le met dans la cabine de sablage, je le grave et après, soit on a fait les traitements de matière comme par exemple de l'éclaté, le bouchardage, ou si c'est un dépoli, si c'est une gravure en forme, des définitions appropriées. Et voilà, le verre est prêt à être livré et installé. D'accord. Et quand vous créez vous-même, voilà, à partir d'une idée que vous avez, bah, finalement, ça touche aussi un peu à l'expérimentation. Quelle part accordez-vous à l'expérimentation? Est-ce que vous avez des recherches en cours? Sur quoi porte-t-elle? Oui, ben c'est un petit peu mon moteur en dehors de travailler au service des architectes, c'est-à-dire que je suis vraiment poussé par l'envie de me faire surprendre par cette matière, parce que même si je la connais bien, je continue à être surpris et à essayer de voir jusqu'où ça peut aller. Et donc, je teste pas mal, j'expérimente beaucoup sur mon temps libre. Par exemple, Tu te frottes à d'autres savoir-faire aussi. oui, c'est ça. Je vais travailler avec d'autres savoir-faire, comme par exemple une plumassière, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire entre un matériau aussi léger que la plume et lourd que le verre. Ça permet d'avoir des expérimentations comme celle-ci, où on va pouvoir mettre une plume entre deux plaques de verre.
Donc là, c'est juste de la recherche, mais ça peut amener à d'autres idées, d'autres. On ne peut pas tout vous montrer, hein. C'est un peu secret aussi. Mais même, par exemple, en cassant le verre et en le recollant, en créant, en jouant, en mettant comment dire, de l'encre dans les cassures pour mettre en valeur cette cassure. Enfin, j'essaie vraiment de trouver à gauche et à droite toute source d'inspiration, tout ce qui peut m'amener à sortir un peu de ma zone de confort. Parce que c'est là qu'en fait, je vais pouvoir faire des découvertes. Oui, tout à fait. Et justement, quelles sont vos sources d'inspiration? Est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent plus que d'autres? Oui, en fait, le fait de vivre, le fait d'expérimenter par moi-même, ça va m'apporter des idées. C'est le fait d'avoir des discussions, le fait d'échanger avec, justement, avec d'autres artisans, d'autres personnes, d'autres façons de voir les choses, va me solliciter, va me pousser à avoir des idées de manière comme ça spontanée ou suite à une réflexion. Et donc, c'est ça qui m'amuse le plus. Par exemple, suite à une discussion avec une designer qui voulait qu'on réalise un effet de mer d'huile sur du verre. Donc la mer, le reflet du soleil sur la mer, quelque chose d'assez éthéré, en mouvement et lumineux, justement. Ça m'a un peu poussé à chercher, à trouver des solutions. Et une des premières recherches que j'ai eues m'a amené à ça, où on va jouer en fait avec les reflets du verre, avec simplement de la gravure en forme à main libre. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu délicat à atteindre, Ouais. mais qui. Thomas dit simplement, mais c'est pas si simple. Est-ce que ça a été d'allier en fait la difficulté qu'entraîne en fait le travail du verre qui va rendre le verre non plus transparent, mais presque opaque, parce que sablé, le verre devient comme ceci. Dépoli, translucide, donc. Et pour retrouver une translucidité, comme vous avez pu le voir sur cet échantillon, ça a été de trouver la bonne méthode, les bons vernis. Pour avoir des effets comme ça lumineux et un petit peu originaux. Mais j'imagine. Et du coup, peut-être que justement, on peut en venir à la façon dont vos créations habillent les intérieurs, comment on peut les utiliser, quels sont les espaces à privilégier. Peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu voilà, de vos réalisations concrètes avec Alors, des architectes notamment. comme je disais tout à l'heure, le verre habille déjà un peu tous les endroits de nos intérieurs, que ce soit de la salle de bain, le miroir qui va être dans le salon ou dans l'entrée, ou sur le plateau de table dans la salle à manger. En fait, on l'a déjà un peu partout. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en exergue la beauté et la valeur du verre en le travaillant et en le rendant plus sensible, plus vivant, plus vibrant. Oui, l'idée du verre ornemental, ça va être de magnifier cette matière. Et donc, on va le retrouver dans des lobbies d'immeubles, d'hôtels, euh, même sur une porte, en fait, dans un appartement, parce qu'on va retravailler à l'identique le travail qui est réalisé sur le bois de moulure d'un appartement haussmannien. On va pouvoir le réaliser sur du verre et donc apporter quelque chose d'assez étonnant, mais aussi sur du mobilier, mais ça va être autre chose qu'une plaque de verre posée sur de tréteaux. Donc, voilà, c'est à découvrir dans plein de lieux, finalement, de la maison, que ce soit intérieur ou extérieur. Ouais, son application, en fait, peut être, en somme, être mise partout. Après, c'est une question de choix et de mise en lumière de tel ou tel. D'ailleurs, vous avez dit habiller. On a même un projet où le verre habille concrètement une personne. C'est un projet d'une robe. Alors, c'est encore à l'étape de création, donc je ne peux pas dire avec qui. Mais cette robe, bon, bah, allie à la fois le luxe et à une démarche aussi de responsabilité, puisque voilà, c'est du verre recueilli un peu partout dans le monde
sur les plages notamment. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler justement un peu plus de votre façon de collaborer avec les architectes? Comment vous travaillez avec eux, architectes ou designers, ou comment vous fonctionnent un peu vos collaborations? Dans un premier lieu, après une première prise de contact et une explication du projet, en général, les personnes viennent à l'atelier, ce qui permet de leur montrer les matières que l'on a à disposition, d'aller dans les directions, de préciser un peu les directions vers lesquelles ils veulent aller, ou pourquoi pas leur donner des idées de matière également, parce que on n'a pas forcément idée de ce que peut faire le verre, en tout cas, surtout le travail du verre à froid. Et à partir de là, on va s'appliquer à réaliser l'idée du créateur, donc architecte ou designer, et traduire en fait sa demande sur le verre. Donc ça veut dire parfois dessiner son motif pour l'appliquer sur le pochoir pour pouvoir créer tel motif pour, disons, une cloison, une séparation, euh, pour un lobby, comme tu disais, ou Voilà, il y a plein de possibles. On est vraiment au service des créateurs, quoi, des designers. c'est ça. D'accord. Et j'imagine également que selon les projets, alors vous avez on va dire, une tarification plus ou moins établie, mais que selon les projets, tout évolue parce qu'il y a des choses qui sont plus complexes que d'autres. Oui, 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 oui. Après, pour vous donner quand même un ordre d'idée, on va dire qu'on évolue entre 150 et 1500 euros du mètre carré quand on est sur un verre extrêmement travaillé avec des éclatés sur toute la surface, comme vous pouvez le voir ici, et de la dorure, on va être sur des tarifs autour de 1500 euros. Après, sur des choses plus simples, où on va travailler le verre quand même dans la matière euh, et donner des effets comme ceci, on va plutôt être autour des 150, 200, 300 euros le mètre carré. Après, suivant l'envergure, les effets d'échelle, enfin voilà. Donc, Oui, ce qui va jouer, en fait, ça va être la technique employée, les traitements de matière et le type de verre. voilà. C'est ces trois facteurs qui vont permettre de déterminer un prix qui, à chaque fois, en fait, chaque verre est sur mesure pour chaque projet et donc ça adapte. Voilà. Des fois, les prix s'envolent parce que les besoins sont fous. Voilà. Mais on est capable de dans ces zones-là. D'accord, ça nous donne une bonne idée en tout cas. Est-ce que pour certains projets, ça vous est arrivé de collaborer avec d'autres artisans, d'autres savoir-faire? Est-ce que ça vous arrive ou est-ce que vous aimeriez collaborer avec d'autres artisans? Oui, bien sûr, ça nous arrive. Je trouve ça d'ailleurs extrêmement enrichissant parce que, comme je disais tout à l'heure, ça amène une vision différente de la mienne et donc c'est là où les idées jaillissent en quelque sorte. On a travaillé, donc, comme je disais tout à l'heure, avec une plumassière ou avec des serruriers ou même des ébénistes. Il nous arrive aussi de travailler pour des artistes, pour la réalisation de projets artistiques. Oui, alors il y a eu Aurélie Zaïtana qui a fait une exposition à la Villa Vassiliev pour laquelle on a réalisé des choses. On a travaillé avec Alban du Château, on a fait une boîte lumineuse très complexe avec des verres espions, donc sans teint, et des miroirs, donc trois différents types de verres, trois différents types de travail. Puis Thomas, en fait, a aussi une activité artistique sous le nom de Tomski, ce qui lui permet, lui, de créer des collaborations avec d'autres artistes sous cette étiquette-là. Donc, Oui, en effet, avec d'autres artistes ou des designers, en fait, ça permet de sortir un petit peu d'un cadre formel de demande et, par rapport à des clients, mais plus d'ouvrir une carte blanche sur des choses que moi-même je n'aurais pas imaginées, mais qui amènent quand même quelque chose de nouveau et d'excitant. voilà, mais tout ça enrichit quelque part, ça rebondit sur la compagnie d'hier parce que ça enrichit notre échantillon, quoi, notre panel d'échantillons. Et notre façon, enfin, et nos possibles. Ouais. Tout à fait. Et bien, on a dit beaucoup de choses, je crois, très inspirantes. En tout cas, c'était vraiment très intéressant.
Peut-être alors vous nous avez parlé effectivement des échantillons que vous pouvez envoyer aux architectes. Est-ce que votre atelier est visitable également? Tout à fait, oui, on se situe à Pantin, juste de l'autre côté du périph', attention, à 2 pas de la Villette. Et on reçoit volontiers sur rendez-vous euh, qui veulent bien nous voir. On se déplace aussi parce que voilà, on arrive à faire des échantillons qui sont parlants sur des surfaces transportables. C'est ça, ouais. Oui, c'est ça. 20 cm par 30, ça permet d'avoir des petits trucs pas trop lourds et faciles à transporter, et d'avoir une idée du matériau que l'on veut présenter en fonction du projet. Mais je ne peux pas tout emporter, donc je vous invite à venir nous rendre visite. Eh bien, je pense on peut conclure cette rencontre sur ces mots, parce qu'en tout cas, ça donne vraiment envie de venir voir votre atelier. Et alors, je vous remercie donc beaucoup de votre participation, de nous avoir transmis tout ce que voilà, vous avez pu nous dire sur votre savoir-faire. Je suis bien sûr à votre disposition à tous pour faire le lien pour de futurs partenariats si vous avez des questions. Je vous mettrai aussi en relation à travers un mail et puis je partagerai peut-être donc l'adresse de votre site internet, éventuellement aussi votre compte Instagram parce que je sais que vous avez aussi de nombreux visuels parce qu'on a parlé de beaucoup de choses et ça permettra aussi d'avoir d'autres photos voilà, de réalisation. Ça peut être aussi une façon de continuer à découvrir et à suivre vos actualités. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous invite également à participer, à venir suivre nos prochaines rencontres en ligne Zoom sur. Donc, le 8 avril, on a une rencontre sur le thème du motif. Ça sera un duo avec Cosiel et Laure Bénard. Donc, voilà, une petite nouveauté sur le format duo. Et le 15 avril, on s'intéressera aux essences de bois avec Kebony. Voilà, je vous remercie beaucoup à tous et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci Marie-Alice. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.